Bonjour. Nous sommes en octobre 1875. La guerre avec la Prusse est finie depuis 4 ans. L'économie de Bordeaux repart. Sur la place des Quinconces, face aux paquebots amarrés au port, la foire d'automne attire une foule mondiale. Cela motive les appétits des voleurs, des proxénètes et des malfrats de tout genre. Après un passage à la foire, les badauds empruntent souvent les gondoles. Ces bateaux bon marché, fréquentés assidûment par les ouvriers, permettent de découvrir les alentours de Bordeaux sur la Garonne de ponton en ponton. C'est ainsi qu'au matin du vendredi 29 octobre, le sieur Bonenfant, habitant sur les hauteurs de l'Ormont en proche banlieue bordelaise, descend le sentier du Rouquet afin de prendre les gondoles à l'embarcadère du chantier. Horrifié, cet ouvrier découvre, allongé sur le ventre au milieu du chemin, un cadavre égorgé, presque décapité. Dans sa main droite, un parapluie fermé. Dans la gauche, un cigare. D'autres ouvriers arrivent. On fouille le cadavre, on trouve un petit sifflet, une clé de valise, un carnet au nom de Jean-Baptiste Méry, habitant Jonzac en Charente-Maritime. Mais pas de porte-monnaie. Le jour même, alors que la presse annonce déjà le crime juste découvert, tout le village de Lormont se précipite pour voir. Les magistrats n'arriveront que dans l'après-midi. En attendant, c'est au tour des Bordelais d'affluer en cet endroit qu'ils connaissent bien, car c'est leur lieu de promenade favori chaque dimanche. La presse locale se délecte des détails, décrivant avec méticulosité le cadavre, la section des chairs, l'énorme plaie, les marques d'étouffement. Mais chacun s'interroge. Si les vêtements sont secs et le parapluie fermé, alors qu'hier il n'a cessé de pleuvoir, c'est que le crime vient d'être commis tôt ce matin. L'assassin serait-il encore à Lormont? La psychose gagne, on se surveille. Dans un relais de poste, un voyageur qui n'a pas mangé son boudin est dénoncé. Bizarre, bizarre. Les gendarmes l'arrêtent, puis le relâchent, faute de preuves de quoi que ce soit. Face à cet engouement populaire, la presse locale transforme le fait divers en véritable feuilleton. On apprend que le père de la jeune victime, d'à peine 18 ans, est serrurier à Jonzac. Son fils est venu profiter de la foire et faire réparer des outils. Pour économiser ses sous, il logeait chez sa tante, rue d'Arès, à Bordeaux. De leur côté, les enquêteurs retracent son emploi du temps. Ils apprennent que le jeune Méry avait confié à un ami qu'il avait pris une gondole pour aller à Lormont. Il avait tellement aimé qu'il voulait recommencer le lendemain avant de quitter Bordeaux. Mais le lendemain, c'est son cadavre qui était découvert. Dès la découverte du cadavre, les policiers avaient actionné leur réseau d'indices. L'assassinat d'un voyageur pendant la foire, pour quelques centaines de francs, c'est un travail de voyou, c'est pas de la truanderie. Or, les truands n'aiment pas la concurrence des voyous. Comment contrôler la prostitution sur les quais si des julots de rencontre y font tapiner des poulettes franches? Dans un vaste coup de filet, on arrête d'abord une de ces poulettes franches, la nommée Juliette Garnier. Puis elle est relâchée, comme si la police la croyait étrangère au meurtre. Mais on retient un julot de rencontre, dit le manchot. Puis la police arrête un autre julot, le nommé Baptiste Pascal, un garçon boucher. Et elle arrête à nouveau Juliette Garnier. Les deux hommes sont connus pour leur violence et ils font travailler à l'occasion la fille Garnier pour leur compte. Tous trois sont originaires de Jonzac, comme Jean-Baptiste Méry,
Tiens, tiens. Les dénonciations se précisent. Le 29 octobre au matin, 1 heure seulement avant la découverte du cadavre, des témoins ont vu le trio prendre son petit déjeuner avec Jean-Baptiste Méry dans la taverne de la Dame Gendron à Bordeaux-Bastide, en limite de l'Ormont. Et Juliette avait passé la nuit avec lui. Juliette finit par avouer sa présence lors du crime, mais elle la minimise. Selon elle, ayant rencontré Méry par hasard, puis ayant couché avec lui, elle aurait, par hasard, au petit déjeuner, rencontré les co-accusés. Étant ensuite allée se promener avec Méry, les deux co-accusés les auraient suivis, puis ils auraient tué son amant d'un soir. En mai 1876, devant les assises, les trois accusés nient autant l'assassinat que le vol. Leur défense est catastrophique. Leurs alibis, forgés auprès d'amis, sont démontrés faux. De plus, il s'avère que le porte-monnaie que détenait Pascal lors de son arrestation, c'est celui de la victime. Enfin, les deux proxénètes nient se connaître, alors qu'on prouve qu'ils sont amis depuis des années. Et puis, comment expliquer le petit déjeuner du trio avec la victime? La presse nationale se passionne pour le procès de ce qu'on appelle désormais le crime de Lormont. Chaque jour, les plus grands titres, et même le Figaro et le Temps, en relatent les débats. Car la personnalité violente des deux proxénètes effraie le jury, autant que les journalistes. Des témoins racontent avoir vu Pascal, le garçon boucher, torturer des animaux et s'amuser à leur ouvrir les yeux vivants avec son canif. Pour les jurés, l'évidence apparaît sans détour. La prostituée a profité de la naïveté du jeune Méry pour l'attirer dans son lit, dans un guet-apens, permettant à ces deux proxénètes de rencontrer leur future victime au petit déjeuner. Puis, au prétexte d'une balade amoureuse sur les bords de Garonne, elle l'a conduit dans un sentier écarté où ils l'ont égorgé et dépouillé. Le 11 mai 1876, la Cour les déclare tous coupables, les deux garçons d'assassinat et la fille de complicité. Pour Pascal, le garçon bouché, la mort. À l'énoncé, il s'évanouit. Pour le manchot et Juliette, les travaux forcés à perpétuité. Le recours en grâce est rejeté. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1876, devant la porte sud du cimetière de la Chartreuse, on dresse l'échafaud. Une foule immense attend l'exécution publique. On évalue à plus de 20 000 les spectateurs qui ont patienté sur place pendant plusieurs jours. Au petit matin, craignant la violence légendaire du condamné, plusieurs hommes protègent le bourreau. Précaution inutile. Au sortir de la charrette, Pascal est calme, digne. La veille, il a écrit à sa mère. Il embrasse le crucifix que lui tend le curé, puis il adresse à la foule un surprenant adieu. On le couche sur la planche. La lame tombe. Ses deux complices partent au bagne. Pour le manchot, c'est Cayenne. Pour Juliette, c'est la Nouvelle-Calédonie, où elle se marie, accouche d'une petite fille et meurt, jeune, à 25 ans. Les restes de Pascal sont envoyés à la faculté de médecine. La foule s'y précipite pour voir le corps,
Présentés tête entre les jambes, des scènes d'hystérie collective font cesser cette exposition macabre. Le corps repart vers la chartreuse pour y être enterré, sans la tête qui reste à la faculté. L'affiche de condamnation, placardée sur les murs de la ville, n'apaise pas les esprits. Au contraire, elle augmente l'écho populaire. Cet écho populaire du crime de Lormont persiste tant que 20 ans plus tard, une pièce de théâtre s'en inspire. Jouée à Bordeaux au Théâtre des Arts, la pièce reste à l'affiche matinées et soirées pendant 2 mois. C'est le plus grand succès de la saison théâtrale. De nombreux écrits sont publiés, des poèmes, des tragédies, des complaintes. Longtemps encore, la mémoire populaire se souvint du crime de Lormont, qui inspira longtemps poètes et chanteurs. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Pour cette évocation du crime de Lormont, j'adresse un grand merci à Nicole Archambault et Jean-Claude Bertraud pour leur aide documentaire. Un grand merci à BNF Gallica pour l'accès aux journaux d'époque. Un clin d'œil à l'ami Georges Brassens et toutes mes félicitations aux auteurs de l'article Wikipédia, fort documenté et utile. À la prochaine!